Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Nous allons parler des jeunes ce soir. Aux jeunes aussi peut-être, nous l'espérons, s'ils nous écoutent ou nous suivent en podcast et sur nos réseaux sociaux. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizin. J'ai le grand plaisir de recevoir Jacques Duchesne. Bonsoir Jacques Duchesne. Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération laïque d'aide à la jeunesse et directeur du service AMO, service d'action en milieu ouvert de Jodogne. On va commencer par le b.a.-ba. Vous allez nous expliquer ce qu'est une ou un AMO. Alors d'abord, le secteur de l'aide à la jeunesse regroupe un certain nombre de services qui mettent en œuvre le décret code sur la prévention, l'aide et la protection de la jeunesse qui date de 2018. Et donc un de ces services est le service AMO, service d'action en milieu ouvert, qui a pour vocation de développer des actions de prévention éducative et sociale dans le milieu de vie des jeunes. Donc le but est évidemment de s'adresser à des jeunes qui sont vulnérables et on essaie de repérer au mieux ces vulnérabilités pour essayer de développer une action préventive qui évite évidemment que toutes ces situations de vulnérabilité deviennent beaucoup plus importantes, plus graves et où il faille finalement mettre en œuvre des mesures beaucoup plus sévères, je vais dire. Alors une AMO, il y en a un peu partout, dans toutes les régions, dans toutes les villes, et elles dépendent de la Fédération laïque d'aide à la jeunesse ? Alors toutes les AMO, bien entendu, ne dépendent pas de la Fédération laïque de l'aide à la jeunesse. La Fédération, la FLAJ, est donc une association qui fédère un certain nombre de services du secteur de l'aide à la jeunesse, des AMO, mais pas seulement, donc toute une série d'autres services publics et privés. Mais leur caractéristique est bien entendu d'essayer de développer un programme progressiste de réflexion, d'échange et de militantisme en lien avec l'aide à la jeunesse. Mais on retrouve bien entendu au sein de cette fédération des services d'hébergement, des services d'accompagnement en milieu de vie, qu'ils soient mandatés ou non mandatés, mais donc toujours en lien avec l'aide à la jeunesse et avec le décret code dont j'ai parlé tout à l'heure. Pourquoi est-ce que cette fédération d'aide à la jeunesse a-t-elle été créée et quand ? Alors, la fédération a déjà 4 ans d'existence et nous nous sommes fédérés, nous nous sommes regroupés. Les services, bien entendu, qui en font partie sont beaucoup plus anciens que ça. Hein. Ils ne sont pas nés de la création de la fédération. Mais ils se sont retrouvés autour de principes, d'idéaux communs qui sont justement la volonté de développer un travail progressiste, un travail de réflexion, d'échange et bien entendu développer des idéaux laïques. C'est bien évident, ce qui n'est quand même pas non plus la majorité des situations dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Donc nous nous sommes regroupés justement pour essayer de rechercher ce type d'action et ce type en concordance avec les idéaux laïques. Puisque vous dirigez donc cet AMO de Jodogne, vous êtes en contact direct avec des jeunes. Ils viennent de reprendre le chemin de l'école depuis quelques jours, dans l'enseignement secondaire et supérieur. Qu'est-ce que vous avez comme retour ? Est-ce que c'est un environnement particulier ? Enfin, c'est une rentrée particulière cette année, masques, gestes barrières, pour des jeunes en difficulté ou en tout cas qui ont besoin de vos services. Comment est-ce que ça se passe ? Sereinement ou il y a de l'anxiété ? Alors il y a bien entendu une anxiété qui est diffuse auprès de toute la population, parce que c'est vrai que tout le monde se pose des questions par rapport à une somme d'informations qui sont quand même peu précises et fluctuantes, changeantes. Ce Covid est quand même une cible mouvante qui est très difficile d'appréhender. Mais pour ce qui est des jeunes, finalement, ils sortent d'une période qui a été peut-être beaucoup plus traumatisante que la rentrée scolaire. Cette période a été difficile simplement parce que ces jeunes ont été privés d'un milieu de vie qui était particulièrement important pour eux, qui est celui de l'école, pour ceux qui y allaient en tout cas, puisqu'il y a aussi des situations de jeunes qui sont en décrochage et qui l'étaient avant cette situation de Covid. Mais donc, ils ont été privés de ce milieu scolaire qui est quand
quand même primordial pour eux. Le jeune se constitue, se crée au travers de ses relations et des relations qu'il peut développer avec ses condisciples, avec ses amis. Et donc ça, il en a été privé. Et ça a été extrêmement compliqué à vivre dans certaines familles où des tensions préexistaient, par exemple, et par rapport auxquelles on intervenait bien entendu déjà. Mais ce retour à l'école, tel que nous le percevons maintenant, représente quand même une inquiétude. On ne va pas aller jusqu'à l'angoisse parce qu'il y a le plaisir, d'une certaine manière, de retrouver ces relations qu'on a perdues, mais il y a quand même une crainte de savoir si ces relations n'ont pas évolué, si il n'y a pas eu des changements. Et puis finalement, le fait de porter le masque représente aussi... Les gestes barrières, on limite quand même les contacts avec les copains. Absolument, c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui pose en permanence ce problème et qui le rappelle pour peu qu'on l'ait oublié à un moment ou l'autre. Donc c'est un peu compliqué pour les jeunes. Autre problème, bien entendu, c'est cette distanciation vis-à-vis de l'école qui était peut-être déjà préexistante chez certains et qui n'a fait que se renforcer. Oui. Parce que le décrochage... Certains professionnels du milieu disent d'ailleurs que ceux qui étaient en difficulté ou en décrochage, après 5 mois d'absence ou d'école lointaine, forcément, est-ce qu'ils allaient revenir à l'école? Est-ce qu'ils allaient trouver l'impulsion pour y revenir? Est-ce qu'ils y sont revenus, vous pensez, ou est-ce qu'il y a du décrochage encore plus profond? Alors c'est difficile de quantifier évidemment ce renforcement potentiel du décrochage. Ce qu'on constate aussi chez nous, c'est que dans certaines actions comme Solidarité, c'est-à-dire des actions qui s'adressent à des jeunes en décrochage, en difficulté par rapport à un parcours scolaire, professionnel, etc., eh bien, on avait quelquefois une certaine attente, un délai d'attente pour constituer nos équipes. Ici, on est complet. Donc ça signifie quand même, c'est un signe en tout cas, un signal qui démontre que des jeunes qui étaient en difficulté par rapport à ce parcours scolaire le sont bien plus tôt encore et viennent déjà renforcer les rangs de tout ce qui peut être alternatif à l'école. Et donc c'est le cas de notre projet Solidarité. Mais il faut souligner tout de même que tous les services du secteur de l'aide à la jeunesse ont garanti quand même une continuité de leur travail, de leur service auprès des jeunes. Et on a cultivé d'une certaine manière une proximité à distance. C'est un petit peu particulier de dire les choses comme ça. Pour garder le contact. Garder le contact via les réseaux sociaux notamment. Alors ces réseaux sociaux qui étaient juste avant la période Covid un peu décriés, fort décriés même, parce que il y avait des problèmes de harcèlement, des problèmes liés à l'usage de ces réseaux sociaux l'usage négatif. Oui, tout à fait négatif. Finalement, cette période de Covid nous a permis de se réapproprier finalement ces réseaux sociaux pour développer un travail de proximité avec ces jeunes. Et donc, nous avons été en contact permanent avec tous ces jeunes. Nous avons été les témoins de toutes les difficultés qu'ils rencontraient, eux ou leurs familles. Et nous avons été amenés à conserver ce contact pour solutionner des problèmes qui se posaient, qui continuent à se poser, bien entendu, quelquefois de manière beaucoup plus tendue qu'auparavant. Est-ce qu'ils se sentaient et se sentent encore aujourd'hui oubliés? Les jeunes eux-mêmes. Les jeunes plus précarisés, notamment. C'est-à-dire qu'il y a une fracture numérique, notamment, qui est bien présente auprès de jeunes précarisés, parce que cette distanciation numérique, je vais dire, imposait pour pouvoir poursuivre les cours et le contact avec l'école, de disposer d'un matériel de base. Et tout le monde ne possède pas ce matériel de base. Non seulement le matériel, mais il faut aussi l'environnement propice à
expliquer comment on utilise le matériel et puis aider et soutenir le jeune pour la réalisation éventuellement de travaux à domicile, même si ces travaux étaient déconseillés, si les écoles évitaient d'en demander trop, les jeunes étaient quelquefois en tout cas les jeunes vulnérables et en difficulté ou précarisés, il y avait une fracture en tout cas qui se creusait beaucoup plus liée à cette distanciation et à la nécessité d'utiliser des outils trop chers. On a d'ailleurs constaté, on a fait une petite enquête auprès de nos jeunes en période de Covid, pour voir un petit peu quels étaient les problèmes principaux qui étaient relevés à leur niveau. Et on a été quand même très surpris de voir que le fait de s'alimenter simplement normalement devenait un problème compliqué dans leur famille. Donc il ne s'agit pas uniquement... Vous voulez dire qu'avant à l'école, il y avait des cantines ou un service de repas? Oui, aussi, c'est ça. Et donc se nourrir simplement est devenu un problème qui revenait, bien entendu. Alors la rentrée scolaire elle-même posait les difficultés de pouvoir s'acheter, même si on dit que l'enseignement est gratuit. Enfin, voilà. Pas toujours, pas entièrement en tout cas, on le sait. Il n'empêche que nos jeunes ont développé des actions citoyennes pour pour récolter des vivres, mais pour récolter aussi du matériel scolaire, pour faire en sorte que dans certaines familles précarisées, cette précarité ne soit pas trop visible lorsque l'enfant, le jeune arrive à l'école. Et donc, à sa disposition tous les moyens didactiques, pédagogiques, lui permettant de suivre les cours tout à fait normalement. Donc, bon, il y a eu... cette crise Covid a tout de même mis en évidence des fractures, des difficultés, a créé des tensions qu'on ne mesure pas encore tout à fait pour le moment. Mais en tout cas, il y a des tendances que nous, on constate, en tout cas, par rapport au décrochage, par rapport à la précarité accrue, par rapport à cette tension, cette angoisse latente chez le jeune. Donc, c'est effectivement des choses... que nous constatons. Puis on dit aussi que la crise sociale ne fait qu'arriver. Elle n'est pas vraiment là encore. Elle va se faire sentir encore plus profondément dans les mois à venir. J'espère que non, mais... Oui, absolument, absolument. C'est sûr que... et ces familles-là seront les plus touchées. Oui, absolument, absolument. Mais ça, on en est bien certain. Et quand on travaille dans le milieu de vie... vous préparez cet avenir plus noir, vous préparez cette crise-là. Comment fait-on pour préparer cette crise qui s'annonce, pour anticiper? On développe bien entendu tous les moyens qui sont à notre disposition. Encore une fois, on a nos actions de prévention sociale et éducative, c'est-à-dire le contact avec le jeune, avec sa famille est maintenu. Le travail de rue et le travail de proximité permet d'identifier quelles sont les familles qui se trouvent en situation vous le demander, vous allez vers eux, de fragilité. Absolument. Oui. Souvent, ils ne viennent pas vers vous, j'imagine. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette difficulté de pousser la porte d'un service et donc de se mettre en situation, en position de difficulté objective. Oui, de demande. C'est ça. Et donc, il s'agit pour nous de développer une proximité, d'aller plutôt vers les familles, vers les jeunes, dans leur milieu de vie, pour faire en sorte d'être disponible quand les problèmes se présentent, d'être disponible au plus près du jeune et de sa famille lorsque les problèmes se posent très concrètement, pour apporter des solutions les plus efficaces et les plus rapides. Qui va dans les rues parler aux jeunes? Vous avez des éducateurs de rue que vous avez formés, que vous avez engagés? Comment ça se passe? Absolument. Les équipes sont diverses, évidemment, dans tous les services de milieu de vie, on va dire. Ici, on parle des AMO en particulier, bien entendu. Mais donc, les formations sont multiples et les expériences sont multiples. Mais on travaille, bien entendu, l'éducateur de rue a généralement une formation pédagogique, éducateur spécialisé. Et donc, il y a toute une technique liée au travail de rue qui vise à rendre l'éducateur visible, prévisible, proche du jeune, disponible, participant à la vie du quartier, à la vie
du jeune là où il se trouve. Et de manière générale, les services AMO essayent d'être présents de manière transversale dans la vie du jeune. C'est-à-dire, il ne s'agit pas uniquement d'être présent en rue, mais il s'agit d'être présent là où il se trouve aussi, là où il fait la fête, là où... à l'école, bien entendu, en famille, dans les quartiers. Donc il y a une présence une proximité qui est indispensable pour établir le lien. Et c'est grâce à ce lien qui est finalement le seul mandat qu'on puisse obtenir de la part du jeune, cette confiance. C'est grâce à ce lien et cette confiance qu'on va pouvoir développer notre travail, qui est un travail spécialisé. Les éducateurs sont hyper compétents dans leur matière et ils sont là pour aider, soutenir le jeune en le considérant comme le sujet de l'aide et non pas comme objet d'une aide. On parle quelquefois, et c'est derrière les termes, il y a des idées qui sont véhiculées. On parle quelquefois de prise en charge dans le secteur. Il ne s'agit pas de prise en charge, il s'agit de prise en considération de situations difficiles, de vulnérabilité qui méritent d'accompagner le jeune pour développer éventuellement les solutions qu'il possède lui-même au fond de lui. Et donc il s'agit de potentialiser les ressources qui sont les siennes. C'est surtout ça. Et pour ça, il ne s'agit pas d'être juste bienveillant et de bonne volonté, mais il s'agit d'être professionnel et efficace. Oui, d'aller chercher en lui ce qu'il faut pour qu'il puisse aller de l'avant. Vous êtes très impliqué, vous en avez d'ailleurs dit un mot dans le projet Solidarité, qui s'adresse aux jeunes en décrochage et qui vise donc à les accompagner pendant 1 an, c'est ça, pour les aider à se restructurer. Qu'est-ce que vous faites pendant 1 an avec eux ? Alors les actions sont diverses et multiples. D'abord, il y a prise en considération de manière individuelle du jeune, même si les activités sont des activités groupées. Chaque jeune, ça veut dire que chaque jeune, je vous coupe, mais a une personne de référence et une personne. C'est ça, absolument. Enfin, le groupe est encadré par plusieurs éducateurs, mais chaque jeune est considéré individuellement, un peu par différenciation par rapport à l'école où il y a le groupe classe qui est pris en considération. Ici, on estime que chacun a son histoire, chacun a son parcours particulier, les difficultés éventuellement qu'il a connues, et on essaye de les accompagner pour développer au mieux leur potentialité au travers de projets où il y a bien entendu une formation, il y a un accompagnement individuel, il y a des projets, la participation à des activités entre guillemets citoyennes, il y a la rencontre avec des professionnels de tout secteur, et en fin d'année, il y a la proposition à chaque jeune de réaliser un travail qu'il considère important. Par exemple, certains aiment la photo, vont développer une monographie, un petit travail sur la photo, sur un projet qu'il a par rapport à la photo. Et il y a une bourse à projet, et donc c'est récompensé bien entendu par une somme d'argent qui lui permet justement, on lui met le pied à l'étrier et on lui permet de soit reprendre les cours, soit de s'installer, enfin en tout cas d'entreprendre une activité professionnelle, de reprendre un parcours professionnel. Donc voilà, c'est un projet qui fonctionne depuis de nombreuses années, mais qui est soutenu par la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, et qui vient d'être subventionné par un arrêté spécifique qui a été signé par la ministre Glatini en début il y a 1 mois. Donc voilà, ce sont des actions qui sont pérennisées, leur avenir est garanti, mais surtout, ce qui garantit leur avenir, c'est leur efficacité. Bien sûr, je voulais vous dire, ça c'est dans le meilleur des cas, cette année d'encadrement. C'est avec un jeune qui a vraiment envie de faire quelque chose, d'amener un projet et de le terminer. Avec des jeunes plus en difficulté ou en tout cas plus difficiles à approcher, c'est moins facile. Mais il y a moyen quand même de travailler et de prévenir des situations pour qu'elles ne s'aggravent ? Je crois que oui. Vous avez eu des bons résultats ? Vous avez des exemples ? Oui, les résultats sont vraiment excellents et dépassent même
les espoirs qu'on pourrait formuler si on était un petit peu pessimiste en la matière, mais le simple fait de considérer le jeune comme sujet d'une aide et d'un accompagnement et de l'accompagner vraiment pour aller là où il souhaite aller, c'est vraiment le bon moyen dans certaines situations d'arriver à des résultats. Maintenant, ces projets Solidarité ne réunissent pas uniquement des jeunes en difficulté. Il y a une mixité, bien entendu, par rapport à certains jeunes qui se posent simplement des questions par rapport à un parcours scolaire et qui marquent une pause. Donc, tout le monde n'est pas en grande difficulté dans ces projets-là, mais c'est peut-être la mixité qui rend le projet, le soutien mutuel entre les jeunes, qui le rend aussi efficace d'une certaine manière. Mais on a des jeunes qui font des phobies scolaires, par exemple, et qui restent chez eux devant un ordinateur, qui ont vraiment une peur, une angoisse par rapport à l'école. Ce sont des jeunes qui ont pu être aidés. Certains jeunes qui ont connu des échecs multiples et qui se sont retrouvés quelquefois dans des classes de relégation d'une certaine manière où finalement ils étaient en décrochage tout en étant présents. Certains de ces jeunes-là se sont réinscrits dans un parcours scolaire normal, ou se sont mis à travailler, ont repris confiance en eux. Donc voilà, ce sont des situations que nous connaissons. Malheureusement, avec l'école post-Covid, là, de cette rentrée, un masque sur le visage, ça ne doit pas aider à réapprendre à aimer l'école, j'imagine. Vous aussi, vous aviez une action dans les écoles, d'ailleurs, des animations. Comment ça se passe ? Vous avez dû faire pause sur toutes ces animations et ces actions-là. Est-ce que vous avez pu les reprendre ? Est-ce que vous pouvez retourner dans les écoles pour aller approcher et aider ces jeunes-là, ou est-ce que c'est compliqué encore maintenant ? Non, c'est pas du tout compliqué. Dans notre cas, en tout cas, c'est difficile de parler pour l'ensemble des autres services, mais en tout cas, dans notre cas, les contacts ont été repris sur une ville comme Jodogne, par exemple. Le CPS a repris immédiatement contact avec nous pour organiser des... Donc vous êtes considéré comme essentiel, finalement, de la vie de l'école et je l'espère, et si les autres nous considèrent comme essentiels, c'est parfait. Nous, on n'a pas la prétention de nous considérer comme essentiels. Mais si vous avez été recontacté, c'est que visiblement, le travail et l'action est jugé importante, en tout cas. Oui, certainement. Mais toutes les écoles, on intervient du maternel au secondaire et quelquefois même dans les écoles supérieures, partout dans la région. Et ce qui était peut-être un peu difficile il y a de nombreuses années de ça, d'expliquer ce qu'était une AMO et la pertinence d'une intervention d'AMO à l'école, ne l'est plus du tout maintenant, et c'est tout à fait naturel à notre niveau en tout cas que ces collaborations existent, se poursuivent et même se renforcent avec cette entrée Covid, quoi. Vous prônez souvent l'idée que cette prévention est souvent le parent pauvre de l'aide à la jeunesse. Vous le pensez toujours ? Alors je pense effectivement... C'est la base, parce que pour aider la jeunesse, il faut aller vers lui le plus tôt possible, avant que les problèmes n'émergent. Oui, absolument, mais je crois qu'en effet, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette prévention. D'abord, on vient de très loin. On a eu une loi sur la protection de la jeunesse. En 1991, on a eu un décret sur l'aide à la jeunesse. On progressait déjà un tout petit peu. On considérait qu'il fallait déjudiciariser, qu'il fallait considérer le jeune comme sujet de l'aide et pas comme objet d'une aide. Et moins punir aussi. Moins punir, bien entendu. Quoique les faits qualifiés d'infraction sont une infime partie du nombre de situations qui sont prises en considération par le secteur. Mais c'est malheureusement toujours quand il y a un fait de qualifié d'infraction qui se pose que dans les médias, évidemment, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils font ?» Et voilà. On a eu en 2018 le décret code sur la prévention, et tout à coup la prévention apparaît dans un intitulé, c'est pas anodin, sur la prévention, l'aide et la protection de la jeunesse. On a repris le tout dans un titre, mais ça signifie aussi que cette prévention est reconnue comme utile et efficace.
comment imaginer que si un jeune est soustrait à son milieu de vie, on puisse ne pas considérer que la prévention et le travail dans le milieu de vie, avec ce milieu de vie dans lequel il va être réintégré à terme, comment peut-on considérer que cette prévention est inutile ou qu'il faille privilégier l'hébergement, par exemple. L'hébergement n'est qu'une solution temporaire et provisoire. Et si on ne travaille pas sur le milieu de vie, comme sur le jeune, qui est souvent victime des mesures qui sont prises à son égard, eh bien on n'avancera jamais. Et la prévention est vraiment la digue qui permet à tout le secteur de l'aide à la jeunesse de ne pas être envahi par un nombre important de situations difficiles à gérer. Surtout ces derniers temps, avec la crise Covid, j'imagine que tous les lieux d'hébergement ont dû être fermés, donc les jeunes sont retournés chez eux. Alors, non, il y a eu une continuité des services, de tous les services du secteur de l'aide à la jeunesse, avec bien entendu des adaptations dans la prise en charge, dans les mesures qui étaient prises, bien entendu. Il y a eu une continuité de tous les services. Et bon, il faut leur rendre hommage, bien entendu, parce que le travail n'a pas été simple. Il y a eu même des collaborations qui sont nées entre des services de milieu de vie et des services d'hébergement. Certains éducateurs sont allés renforcer les équipes en hébergement. Donc, il y a une espèce de solidarité entre les différents secteurs qui finalement est profitable pour l'avenir aussi. Absolument. Des choses se sont mises en place qui perdureront. Et justement, cette collaboration devrait s'étendre aussi à la prévention, parce que la prévention n'est pas uniquement l'affaire des AMO, je crois. C'est l'affaire de tout un secteur. On peut faire de la prévention, et je vais peut-être exagérer un petit peu, en IPPJ, on peut faire de la prévention, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir comme point de repère, point de mire, le fait qu'un jeune devra inévitablement retourner dans son milieu de vie et qu'il faut absolument faire en sorte que ce retour se fasse dans très bonnes conditions, dans les conditions les meilleures en tout cas, pour faire en sorte que ce qui a été, je dirais, un accident de la vie, par l'arrivée en IPPJ, ne soit finalement que quelque chose de transitoire et à oublier très vite dans la vie d'un jeune et dans le parcours d'un jeune. On croise les doigts pour cette rentrée scolaire, parce qu'après quelques jours, 2 semaines, là on parle déjà de certaines écoles fermes, de remettre en code orange, rouge certains milieux scolaires. Vous en parlez aux jeunes, c'est une véritable catastrophe entre guillemets pour vous si les écoles ferment à nouveau. Comment est-ce qu'on va garder le lien ? Alors le lien, on s'est habitué à l'entretenir en période de Covid. Donc on le poursuivra, on le continuera, mais nous sommes un peu préparés maintenant. C'est sûr que c'était de l'improvisation dans les premiers temps, mais actuellement, je dirais que nous sommes absolument prêts à... Quelle que soit la couleur, nous sommes prêts à fonctionner et à poursuivre notre travail et avec des outils que nous avons développés, bien entendu, à l'épreuve de cette période de confinement, évidemment. Qui n'est pas prête de cesser peut-être, enfin on espère que non, on croise les doigts. Merci Jacques Duchesne. Lien internet pour ceux qui voudraient aller chercher un peu plus d'infos sur la Fédération laïque d'aide à la jeunesse. Flage.be. Et les services AMO ? Les services AMO, on peut les trouver, on peut trouver leurs coordonnées sur le site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aide à la jeunesse. Donc c'est le plus simple, comme l'ensemble des services du secteur, bien entendu. Merci à vous d'avoir été là ce soir pour nous éclairer sur cette aide à la jeunesse essentielle, surtout en ces temps. Et on croise les doigts pour que notre avenir soit meilleur que ce que nous venons de vivre il y a quelques mois. Merci à vous, Jacques Duchesne, et merci aux auditeurs de nous avoir suivis. Très bonne soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.